Si on m'avait dit à cette époque que je viendrais à 99 ans, j'aurais dit, vous voyez, vous foutez de moi. Ben, si je suis là. Le 3 septembre 1939, j'ai 16 ans. Et j'apprends la déclaration de guerre sur le chantier par un homme qui saute du train. 9 mois plus tard, le 14 juin 1940, les nazis entrent dans Paris. J'ai 17 ans. Je pleure de voir les Allemands à côté de l'Arc de Triomphe. Il y a quelque temps, j'ai eu l'immense gratitude de rencontrer Jean Laforie, résistant et déporté de la Seconde Guerre mondiale. Son histoire est unique, tant elle est remplie de péripéties. Et pourtant, vous découvrirez son ardeur message de paix et de solidarité. Et c'est une question qui m'a été souvent posée par les élèves, mais avez-vous la haine des Nazis? Avez-vous tué des Nazis? Et j'ai dit non, jamais, j'en suis bien content, parce que si je m'étais trouvé dans ce cas-là, c'est moi qui serais mort. Parce que j'aurais jamais tiré le premier, parce que c'est mon tempérament, voilà, tout. Alors qu'il est âgé de 17 ans, Jean Laforie n'hésite pas à entrer en résistance, à se réfugier dans les maquis pour combattre l'oppression. De cette période, il y connaîtra les prisons de Vichy, dont aujourd'hui, il est le dernier survivant pour témoigner d'une rocambolesque tentative d'évasion qui le mènera, lui et ses 1200 autres camarades, dans les chemins de la déportation. Après 11 longs mois dans les camps allemands, sa vie se verra à jamais bouleversée. Ce témoignage que je vous propose au travers de ce documentaire est d'autant plus poignant qu'il fait terriblement écho aux dernières actualités, à l'heure où l'antisémitisme ressurgit rudement, à l'heure où les conflits armés refont surface en Europe. Rien que la guerre en Ukraine, pour nous, c'était une piqûre de rappel. Parce que ce qui se passe en Ukraine, ce que fait Poutine à l'heure actuelle, c'est ce qu'ont fait les nazis. À une échelle un peu plus réduite, mais c'est la même chose. De ce documentaire, vous plongerez 80 années en arrière dans la singulière vie de Jean Laforie, piégé dans les tourments du temps, au cœur de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. Cette histoire débute durant les années folles. Lorsque le 30 novembre 1923, dans un petit village du Lot, dans le sud de la France, naît Jean Laforie. Ce dernier grandit avec ses grands-parents dans la petite localité de Blazy. Il reçoit une instruction typique de l'époque de la Troisième République, nourrie de patriotisme et de valeurs républicaines, avec l'image d'une armée puissante, celle qui a vaincu les Boches lors de la Grande Guerre. En plus, à l'école, à l'époque, on allait au monument aux morts pour le 11 novembre. Tous les enfants des écoles allaient au monument aux morts. On nous demandait la veille de poser des fleurs, ceux qui pouvaient amener des fleurs, qui étaient distribuées à tout le monde pour que tout le monde puisse poser une fleur, quoi. Et puis on voyait au monument aux morts, on voyait des gens avec les jambes à moins ou un bras à moins, des mutilés. Et tout ça, ça réveillait la conscience quand même. Et moi, j'étais dans l'école de 3e, oui. Et il y avait un professeur qui, la semaine avant le 11 novembre,
nous racontait des histoires de cette guerre de 14, nous lisait des lettres de poilus à leur famille. C'était l'apprentissage du patriotisme, quoi. Envoyer nos armées comme invulnérables. C'est pour ça que j'ai pleuré quand j'ai vu les Allemands rentrer à Paris, parce que je ne pensais pas qu'un jour notre armée puisse ramasser la dérouiller, quoi. En grandissant, Jean nourrit son appétence politique, en partageant certaines idées, dont celle du Front populaire ou encore du communisme, en adhérant notamment au mouvement des jeunes communistes de France. Toutefois, cette paisible vie va chavirer, le fardeau de la guerre entraînant Jean dans son engrenage malgré sa volonté. Le 1er septembre 1939, le Führer qui gouverne l'Allemagne nazie depuis 6 années lance une opération offensive de grande envergure à l'encontre de la Pologne. Cet événement d'Europe de l'Est, qui n'est que la suite d'une campagne d'expansion désirée par Adolf Hitler afin d'agrandir l'espace vital du Troisième Reich, chamboule le cours de l'humanité. À la suite de cet acte de guerre perfide, les systèmes d'alliance entrent en jeu. C'est ainsi que le jeudi 3 septembre 1939, le Royaume-Uni, assisté de la France, déclare successivement la guerre à l'Allemagne nazie. La Seconde Guerre mondiale vient de débuter. Françaises et Français, depuis le 1er septembre, au lever du jour, la Pologne est victime de la plus brutale et de la plus cynique des agressions. La responsabilité du sang répandu retombe entièrement sur le gouvernement hitlérien. Le sort de la paix était dans les mains de Hitler, il a voulu la guerre. Nous faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposée. Jean, alors qu'il n'est âgé que de seulement 16 ans, ce 3 septembre 1939, se trouve très loin de ces tensions internationales. Il travaille sur un chantier de chemin de fer dans le Lot lorsqu'il apprend la nouvelle. Son chantier est alors suspendu. Les hommes valides de 20 à 48 ans devant répondre à l'ordre de mobilisation générale. Rapidement, la drôle de guerre s'installe. Le Parti communiste français est dissous et quelques mois plus tard, après la débâcle de l'armée française en mai-juin 1940, la bataille de France s'achève par le retour le 16 juin du héros de la Grande Guerre, le maréchal Pétain. Néanmoins, ce dernier appelle à l'arrêt des combats le lendemain de sa prise de fonction. Français, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves. Pour Jean, cette abdication est antinomique de toutes les valeurs patriotiques et républicaines qu'on lui a enseignées. Il s'agit d'une totale humiliation. Ces événements bouleversent l'équilibre de sa vie, ce dernier observant le monde dans lequel il a toujours vécu s'effondrer. En effet, en l'espace d'un laps de temps, la jeunesse communiste à laquelle il appartient est dissoute. L'armée française, tant exaltée à l'école, connaît une effroyable débâcle. Les Allemands défilent dans Paris et entament l'occupation, marquée par l'armistice du 22 juin 1940. Cet armistice
se caractérise par l'intégration de l'Alsace-Lorraine au Reich, par la prise en charge de la France des frais d'occupation qui s'élèvent à plus de 400 millions de francs par jour, ainsi que par la mise en place d'une ligne de démarcation divisant la France en deux zones, celle occupée par les forces allemandes et italiennes qui comptent 2/3 du territoire, et celle dite libre dans laquelle réside Jean et où s'installe le régime de Vichy. C'est donc dans ce monde renversé que s'illumine la voie de la résistance pour Jean. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. J'en prends connaissance 8 jours plus tard, car ça avait été lancé d'une radio de Londres. Très peu de gens en France écoutaient Radio Londres, et en plus très peu de gens avaient la TSF, appelait ça la TSF à l'époque. Donc personne pratiquement le savait en France. Et moi je l'ai appris par un ami qui était à Marseille, et il y avait un journal de Marseille qui s'appelle Le Petit Marseillais, qui avait eu ce matin, qu'il avait publié dans son4 Évidemment, les abonnés l'ont eu, donc c'est comme ça que j'ai eu cet appel. Et ce jour-là, je réunis 4 copains d'école, et cet appel, on l'a recopié sur des pages de cahiers, et on l'a distribué, on glissait ça sous les portes, parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant, les portes, il y avait toujours du jour en dessous. Et on a distribué ça, on en avait fait une centaine à peu près, et on a distribué ça, pour que le monde sache qu'il y avait quelqu'un qui avait appelé à la résistance. C'était très important pour moi. Après ses premières actions et le goût de la résistance rencontré, Jean se lance au travers de cette périlleuse activité, surmontant les risques d'une arrestation des autorités de Vichy. Il profite qu'une occasion se présente à lui de la part d'un camarade d'école surnommé Renard pour distribuer des tracts et journaux clandestins de manière régulière. Finalement, au cours de l'année 1941, Jean rejoint le mouvement de résistance OS pour Organisation secrète d'obédience communiste. Au sein de ce réseau, Jean adopte un surnom pour qu'on ne puisse déceler son identité. Pour lui, ce sera Blazy, en référence de son petit hameau où il a grandi. On appelait le peuple français à aider la résistance par tous les moyens qu'ils auraient, de refuser les consignes qui étaient faites par le gouvernement, le collaborateur, et puis on dénonçait toutes les saloperies que faisaient les Allemands. Parce qu'il ne faut pas oublier que dès leur entrée en France, ils ont attaqué la résistance. Et bien voilà à quoi servaient les tracts. Quand vous êtes engagé dans la résistance, votre famille, elle était d'accord? J'ai pas eu tellement le choix. Hein. Il y a un gendarme qui vient voir ma tante, je vous dis, qui tenait un restaurant, un hôtel-restaurant, et qui lui dit, vous savez où est votre neveu? Et elle lui dit, oui, il est sur un chantier à la gare de Souillac. Il dit, vous pouvez le faire prévenir. Et ben, elle lui dit, ça dépend pourquoi. Ben, il dit, écoutez, faites-le vite parce qu'il va être arrêté. On a un rapport sur lui qui vient de la préfecture, donc je me suis sauvé comme ça. Là, je n'ai pas eu besoin de demander à ma mère ou à ma grand-mère si je devais le faire. Je n'avais pas le choix. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de l'année 1942, Jean continue ses activités résistantes, bien que la pression des autorités s'accentue. En effet, dès le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Par là, un nouveau front s'annonce, en complément de celui de l'Est. Face à cette nouvelle menace pour l'Axe,
La ligne de démarcation est anéantie le 11 novembre 1942. La France devient alors entièrement occupée. À présent, les soldats allemands, les agents de la Gestapo, siègent aux côtés des miliciens vichistes et des collaborateurs français. C'est dans ce contexte que Jean, en juin 1943, apprend qu'il va être arrêté du fait d'un dossier bien garni le concernant. Face à la menace d'une arrestation prochaine, Jean quitte sa municipalité pour rejoindre le maquis Guy Môquet en Corrèze, car c'est ici que son ami Renard, celui qui l'a entraîné dans la résistance, s'est également réfugié face aux menaces qui le guettaient. Un maquis, durant la Seconde Guerre mondiale, désigne une des composantes de la résistance intérieure, où des résistants refusant la collaboration se rejoignent dans des régions peu peuplées, dans des forêts ou des montagnes, car les caches y sont plus sûres. Dans le maquis de Jean, ils sont 17 maquisards, d'origines diverses et variées, aussi bien des communistes, des gaullistes ou encore des réfractaires au service du travail obligatoire. Ils vivent dans des conditions très précaires. Ils n'ont que pour seul abri face à la pluie une toile d'anciens parachutes, un tapis de fougères en guise de matelas, ainsi que le froid comme accompagnement perpétuel, du fait d'un manque cruel de couverture et de vêtements. En bref, les conditions dans le maquis sont très précaires, notamment en ce qui concerne la nourriture. Et on avait aussi des armes. Ces armes étaient inutilisables à vrai dire. Elles étaient simplement pour faire peur. Quand on rentrait dans la clandestinité, on ne touchait plus de carte d'alimentation. On était rayé. Et il fallait quand même manger. Alors pour manger, il y avait les paysans qui nous aidaient beaucoup, qui amenaient beaucoup de ravitaillement. Mais ils étaient aussi surveillés. Parce que tous les produits, bon, il fallait que ça parte pour l'Allemagne. Alors ces armes, elles servaient simplement à faire peur. On allait dans les mairies, dans les petites mairies, et on disait à la secrétaire de mairie, « Madame, il me faut des tickets d'alimentation ». Si on avait demandé sans rien, on nous renvoyait promener. On a dit, elle n'en a pas. Mais quand elle voyait ces armes-là, évidemment, ça donnait à réfléchir. Et en plus, ça leur donnait un prétexte, d'ailleurs, pour céder à notre menace. Sous les armes, on fait ce qu'on doit faire. Donc c'est comme ça qu'on avait des tickets d'alimentation qu'on donnait aux paysans pour aller nous chercher du pain ou ceux qui étaient vraiment utiles à nous nourrir. Dans le maquis Guy Môquet, dans lequel se retrouve Jean, les maquisards, pour continuer leur action de résistance, optent pour le sabotage, celui des lignes de communication entre les bureaux allemands et ceux vichistes, ainsi que le sabotage de petites usines françaises dont les productions participent à l'effort de guerre allemand. D'autre part, Jean, tout comme sa situation le reflète, invite les jeunes à refuser de s'inscrire au chantier de jeunesse, ainsi que de participer au service du travail obligatoire mis en place par Pierre Laval en 1943. Mais les STO, vous y avez refusé de partir. Pourquoi? Parce que c'est pour travailler pour les Allemands. Alors, on ne peut pas être résistant et puis vouloir travailler pour les Allemands. Il y a pas... donc j'avais refusé de partir et j'avais même fait mieux que ça parce que pour récupérer les gens, on passait toujours, il n'y avait plus d'armée, mais il y avait toujours le conseil de révision, c'est-à-dire qu'on prenait les jeunes qui passaient au conseil de révision et ils étaient fichés et hop, de là on les envoyait au chantier de jeunesse. Donc j'avais fait passer des tracts, j'avais fait un tract à la main pour dire aux jeunes de ne pas se présenter au conseil de révision, parce qu'à partir de ce moment-là, ils étaient fichés.
Toutefois, après avoir passé un mois dans le maquis, Jean est contraint de le quitter. Et c'est à ce moment-là, précisément, que les mailles du filet se referment. Le 14 juillet, les nazis viennent bivouaquer près du bois où nous étions. Ordre est donné de partir. Évidemment, en ayant les Allemands à quelques mètres de nous, il valait mieux qu'on quitte le bois, parce qu'ils rentraient dans le bois pour faire leurs besoins, et puis ils les auraient découverts. Et au moment où nous partons, notre chef, qui s'appelait Alex, c'est tout ce que je connais, puisqu'on avait tous des faux noms, et il nous dit, vous devriez descendre dans le Lot, organiser une structure pour recevoir tous les jeunes qui refusent de partir pour le service du travail obligatoire en Allemagne, et puis aussi tous ceux qui sont poursuivis par la police pour idées, c'est-à-dire tous tous ceux qui militaient dans les mouvements de gauche étaient devenus suspects et étaient arrêtés. Le 15 juillet 1943, nous avons dormi le long d'une petite rivière parce qu'on avait quand même, en recevant l'ordre de descendre dans le Lot, nous avions presque plus de 120 km à faire. Alors on avait dormi sur le bord du ruisseau. À un moment, le matin, à 5 heures, je vais réveiller un camarade et puis je lui dis il est peut-être temps de partir. Mais avant, il faudrait aller voir, à 200 mètres, il y a un pont. Et tous les ponts, qui étaient des points stratégiques, étaient surveillés ou par la gendarmerie allemande ou française, les gares par la Gestapo, enfin, tout était comme ça. Donc j'ai dit à mon copain, tu vas vérifier s'il n'y a pas de danger sur cette bifurcation, sur ce pont, avant de partir. Bon, il va voir, il revient en me disant, non, il n'y a rien, on peut y aller. Et on met peut-être 5 minutes pour arriver à cet embranchement. Mais voilà, pendant ces 5 minutes qu'on a mis, eh bien, il y avait 3 quarts de GMR qui étaient arrivés et on est tombé en plein dessus. Avec les armes, je dis bien qu'aucune ne marchait, mais on ne pouvait pas dire qu'on était des promeneurs. Donc comme ils menaçaient de tirer, on s'est rendu. Nous sommes donc le 15 juillet 1943 lorsque Jean et ses compagnons sont arrêtés. Cette année 1943 est celle du tournant de la guerre. En effet, dès février, la Wehrmacht connaît une lourde défaite à Stalingrad, ce qui influe le front de l'Est et marque le début des retraites allemandes. Également, 1943 souligne l'apparition d'un nouveau front en Europe à la suite du débarquement de Sicile par les Alliés, ce qui déstabilise l'Axe et participe à la première chute de Mussolini. Enfin, en France, le Conseil national de la résistance, le CNR, vient d'être fondé par Jean Moulin, afin de coordonner les différents mouvements de la résistance intérieure. En parallèle de ce tournant général en Europe, il s'agit aussi d'un tournant singulier, celui de la vie de Jean qui, après son arrestation, débute un long chemin carcéral dans les prisons de Vichy jusqu'au camp nazi. Et voilà, les portes se ferment. Moi, j'ai toujours le bruit dans la tête du verrouillage du wagon, là, le crochet de fer là, qui tombe. Et voilà, et les portes se ferment et le convoi part. J'espère que le visionnage de cette première partie vous a été enrichissant par son contenu et plaisant par sa forme. À travers celle-ci, j'ai souhaité retracer l'histoire singulière de la vie de Jean parmi les grands événements de la Seconde Guerre mondiale. Dans quelques temps, une seconde partie abordera son parcours dans les prisons de Vichy,
en explorant notamment sa participation dans la plus grande révolte armée en milieu carcéral au cours de la collaboration. Enfin, une dernière partie sera consacrée aux 11 longs mois passés dans les camps allemands. Ce contenu m'a demandé énormément de travail. Chaque étape qui ont conduit à sa réalisation finale ont été menées intégralement par mes soins. Ainsi, je serai reconnaissant de votre soutien par un abonnement à ma chaîne YouTube ou encore par le partage de cette vidéo au plus grand nombre. Pour conclure, toutes les sources utilisées dans cette vidéo sont accessibles en description. Soyez curieux, c'est important. Sur ce, au revoir.